J'ai rien écrit cette semaine. Je vais donc improviser, puisque c'est ce qu'on fait généralement quand on n'a rien à présenter. Et je vais vous parler de, tiens, le meilleur trip que j'ai vécu de ma vie. L'éveil spirituel qui m'a été donné d'expérimenter avec l'ayahuasca, probablement un des événements les plus beaux que cette substance m'ait permis d'expérimenter. Ce sera le sujet du jour. C'était ma troisième cérémonie, je crois, ma troisième retraite, et c'était le dernier jour. J'avais vraiment décidé avec cette retraite-là d'aller au bout du travail, et de faire toutes les médecines auxquelles je pouvais avoir accès, même si je savais que ça allait être physiquement dur, parce que j'étais à peu près convaincu que je pourrais en tirer quelque chose de constructif, de beau, d'exploitable dans ma vie par la suite, et j'ai pas été déçu. J'avais déjà fait 2 cérémonies de Kambo la veille et le matin même, donc des torrents, des geysers de vomi pendant 20 bonnes minutes, un visage comme une patate, des difficultés à respirer, etc. Mais ça allait très bien par la suite. On s'est reposé un petit peu, c'était dans un très bel endroit, au milieu de la nature, en plein milieu de l'île de Majorque. Il faisait beau, tout le monde était sympa, tout le monde était beau, tout le monde était bonne ambiance, c'était vraiment génial en fait. Et les dispositions me semblaient vraiment être optimales pour la suite des événements. Au milieu de l'après-midi, il m'a été proposé de pratiquer une médecine dont je vous ai déjà parlé dans la précédente vidéo, la médecine la plus intense, le Bufo alvarius. J'ai donc fumé le Bufo alvarius en 3 lattes comme il convient de le faire, et dans le milieu de l'après-midi, tout simplement, je suis mort. En tout cas, j'ai expérimenté la mort de l'ego, et puis un voyage astral de 10 minutes ou 10 000 ans, je ne sais toujours pas exactement par rapport à quelle strate je dois me baser. Si je parle de là où les choses ont eu lieu, c'était effectivement 10 minutes, mais dans ma tête, c'était plusieurs milliers d'années. Pour, au final, renaître dans mon corps de Balthazar, et j'étais parti pour la dernière cérémonie. Ça faisait donc déjà une journée bien chargée, mais j'étais chaud. Et donc, arrivé à 20 h, les facilitateurs et la chamane nous ont invités à nous diriger dans la cabane dans laquelle aurait lieu la dernière cérémonie. On s'est donc tous installés, on devait être une vingtaine de personnes, et puis on a commencé la cérémonie par la consommation du râpé, qui est cette poudre de tabac qui est pulvérisée dans les narines d'un usager pour calmer la personne, pour l'ancrer et la préparer à la suite des événements. Chaque personne s'est levée, chaque personne s'est dirigée vers le facilitateur, chaque personne a pris sa dose de râpé, y compris moi. Comme à chaque fois, c'est toujours extrêmement désagréable, c'est toujours des éternuements, des nausées, les yeux qui pleurent, le nez qui coule, des quintes de tout à n'en plus finir. Mais 5 minutes après ce moment assez désagréable, mes sinus étaient dégagés, je respirais parfaitement, j'étais en très bonne disposition, et en plus ce qui était vraiment chouette, c'est que j'avais de chaque côté de moi des personnes les personnes avec qui je m'étais le plus connecté pendant la cérémonie. En fait, j'étais vraiment heureux de pouvoir passer ce moment-là encadré de personnes avec qui je sentais qu'il y avait des liens qui étaient en train de se créer. Et donc après la cérémonie du râpé, on s'est tous levés pour faire la cérémonie de l'ayahuasca. Quand je suis arrivé devant la chamane m'a dit, comme d'habitude, est-ce que tu veux un petit verre, un verre moyen, un grand verre? Je voulais vraiment aller au bout de mon truc, et donc je lui ai dit, vas-y, donne-moi le verre le plus grand que tu puisses me donner, et j'ai tout bu d'un coup pour aller me rasseoir. Là-dessus, je me suis rassis, et la pièce a été plongée dans le noir. Il ne restait plus que quelques points lumineux qui étaient les bougies qui avaient été disposées dans la pièce. Et puis, on s'est tous assis en silence méditatif pendant ce qui me semble être une trentaine, une quarantaine de minutes. C'est généralement dans ces 40 premières minutes que les premiers effets qui amènent la purge se font sentir. C'est le moment où c'est assez désagréable, puisqu'on commence à avoir des chauds-froids, des tremblements, des sentiments d'inconfort physique, en fait. On a l'impression qu'il y a des gargouillis dans le ventre. Et c'est le moment que les facilitateurs ont choisi pour prendre un tambour. Et ils ont commencé à jouer du tambour. Des rythmes qui pourraient sembler normalement plutôt binaires. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, etc.
Sauf que ils avaient décidé d'influer sur la rythmique de façon à avoir quelque chose qui pouvait plus être de l'ordre de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc quelque chose d'assez arythmique. Et là-dessus, les facilitateurs se sont mis à chanter. Et les chants ressemblaient à des ho, 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 ho. Ho, 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 de la façon la plus gutturale possible. Et donc l'association déjà de ces notes et de ces voix gutturales qui semblaient tendre vers le sol, en fait, vers un espèce de sentiment un peu de mal-être installé intentionnellement, en fait, se faisait un petit peu conjointement à ce qu'on ressentait chacun en soi. Physiquement, je sentais qu'il y avait des choses qui se passaient dans mon estomac, c'était très désagréable, c'était assez inquiétant, mais bon, comme à chaque fois, j'avais décidé de faire confiance et d'aller au bout de la cérémonie. Et donc les tambours tapaient de cette façon arythmique, de plus en plus fort, de plus en plus intensément, et arrivé à un certain seuil d'intensité, on a eu la chamane principale qui est arrivée, qui a commencé à faire des espèces de trucs extrêmement dissonants, et à ce moment-là, l'intégralité des personnes qui se trouvaient dans la pièce se sont mises à vomir simultanément leur trip de façon hyper intense, moi compris. Et dès que cette phase de vomissement est passée, quelqu'un a soufflé les bougies, on s'est retrouvé dans le noir. Et donc un silence absolu. Et là-dessus, ce que je savais pas, c'est que l'un des facilitateurs savait jouer de la flûte traversière. Et là-dessus, il a pris sa flûte traversière, et après quelques minutes passées dans l'obscurité, il s'est approché de chacun de nous, et il a joué quelques petites notes, très aériennes, comme le chant d'un oiseau, en fait. Il avait un petit chant d'oiseau pour chacune des personnes devant lesquelles il passait, et ça crée un contraste très fort avec la musique précédente, qui était des coups de tambour dissonants, des voix dissonantes, gutturales, qui incitaient à la purge. Et là, d'un coup, en fait, une fois qu'on était purgé et que ce musicien se mettait à jouer de la flûte traversière, il y avait une espèce d'ambiance un petit peu aérienne, un peu forestière qui s'est installée. Et puis, il y a quelque chose qui s'est manifesté devant moi, et c'est là que la cérémonie est devenue magique. J'étais plus dans la pièce, en fait, j'étais plus dans cette cabane. J'étais sur une branche d'un arbre avec tous les autres participants qui n'étaient plus vraiment des participants, mais qui étaient des espèces d'entités à la fois minérales, à la fois végétales, à la fois animales, qui évoluaient entre ces trois états de façon comme un espèce de morphing en 3D, en fait. Elle était en train de se transformer en permanence, en permanence, en permanence. Il n'y avait aucune forme qui semblait définitive, en fait. Et on sentait des gens qui avaient des passages comme ça de relâchement, d'espèce de relaxation par la respiration, par le bâillement, par le rire. D'autres qui étaient en train de passer par des phases de purge, donc simultanément on entendait des espèces de bruit de vomi, des comme ça. Puis d'autres personnes qui avaient l'air de passer par des phases un peu orgasmiques, des sons qui pouvaient ressembler à des sons assez sexuels, en fait, et d'autres qui passaient par des phases de rire, et puis d'autres qui passaient par des phases de pleurs. Donc on avait cette espèce d'ambiance-là, et puis tout bougeait en permanence. Et cette forêt dans laquelle je me trouvais, en fait, vraiment visuellement, elle avait quelque chose de luminescent. C'était une forêt nocturne, mais en même temps qui était assez diurne. Euh, et on était tous dans cet environnement-là, et plus les choses avançaient, plus on s'intégrait à cet environnement-là. Le tout avec cette personne qui jouait de la flûte magnifiquement bien, en fait, mais la musique est toujours extrapolée à son maximum quand vous êtes dans un état altéré de conscience type psychédélique. La musique a l'air d'être ressentie d'une façon complète. On ne peut pas détacher son attention d'elle. Et donc on était tous dans cette forêt-là, et puis cette forêt, en fait, on en était les habitants, mais on était aussi une partie intégrante de l'être forêt en lui-même, quoi. Et à la fois je vous parle d'une forêt, puis cette forêt, elle ressemblait en même temps à une barrière de corail. Donc j'avais le sentiment d'être dans un environnement naturel dans lequel on était à la fois des minéraux, des végétaux, des animaux,
à la fois dans l'air, dans l'espace de la terre, dans une forêt, mais en même temps dans l'espace mer, dans une barrière de corail, à la fois de jour et à la fois de nuit, et à la fois comme un individu défini, mais en même temps changeant et en même temps collectif. Donc il y avait cette espèce de dessin d'union en fait qui était en train de se faire et on avait ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait on en a reparlé en fait le lendemain tous ensemble, on avait tous ce même sentiment d'avoir fait partie d'un tout en fait duquel on était à la fois un élément unique mais en même temps une partie prenante sans laquelle le tout ne pouvait pas exister. Et à ce moment-là, euh, au moment de cette réalisation-là, les autres facilitateurs, en plus du flûtiste, en fait, se sont saisis d'instruments de musique, des guitares, des cajons, des maracas, un harmonica, je crois, et ils chantaient en même temps. Ils ont commencé à entamer des chants Icaros. Les chants Icaros, c'est des chants traditionnels qui sont pratiqués en même temps que les cérémonies chamaniques. C'est des chants qui sont très faciles à retenir, qui sont très faciles à suivre, mais qui sont très changeants, très dynamiques, qui peuvent être à la fois chuchotés, mais qui peuvent être interprétés avec énormément de puissance. Et c'est par le chuchotement que les choses ont commencé pour arriver à de plus en plus de puissance en fait. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui se levaient et qui se sont mis au fur et à mesure de la puissance de la musique à danser, à chanter et à finir par vraiment s'époumoner en interprétant ces chansons qu'on connaissait pas en fait juste avant qu'elles se mettent en place. Et donc, ce qui ressortait de cette ambiance-là à ce moment-là, c'était vraiment un sentiment d'unicité. On était tous portés par la musique, on était tous portés, même si on était en train de passer par des phases bien différentes les uns des autres, on était portés par cette espèce d'énergie. Et là, cette forêt dont je vous parlais a commencé à se transformer elle-même. Et d'une forêt, on est devenu une espèce d'organisme vivant, comme une tentacule d'une espèce de pieuvre, en fait. Et à un moment donné, j'ai eu ce sentiment, alors que la musique montait, montait, montait en intensité, que j'étais plus moi et mes congénères n'étaient plus eux-mêmes, et même le chaman et les facilitateurs n'étaient plus eux-mêmes. On faisait partie d'une espèce de tout incroyable qui était devenu cette tentacule de pieuvre, qui était devenue d'un coup la pieuvre elle-même et qui d'un coup en fait explosait hors de la pièce pour aller s'étendre à travers la forêt dans laquelle on se trouvait. C'était magnifique. C'était un sentiment de, de, de communion avec mes congénères, avec mon environnement, avec la nature, avec le monde, avec la terre en elle-même. En fait, on était tous sur le même battement, sur la même synchronisation, en fait. Et je me rendais compte à ce moment-là d'un certain nombre d'enseignements que m'ont donné cette cérémonie et que j'essaye d'appliquer aujourd'hui encore. Ces enseignements, pour moi, il y en a trois. Le premier, ça a été le fait que de par ce sentiment de transformation permanente, de morphing permanent des éléments qui composaient cette cérémonie, ça a été que il fallait accepter le fait que le monde évoluait toujours, que le monde n'avait jamais la même forme, que soi-même, on n'avait jamais la même forme. Il y a des jours où on est en forme, il y a des jours où on l'est pas, il y a des jours où on est gros, il y a des jours où on est maigre, il y a des jours où on est bien, il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où on se sent beau, il y a des jours où on se sent laid, il y a des jours où on se sent faible, il y a des jours où on se sent puissant en fait. Et plutôt que de lutter pour être toujours au maximum de ce qu'on peut être, ce que je renie pas en soi, c'est toujours bien d'essayer d'être le meilleur qu'on puisse être, mais il convenait de faire l'acceptation du fait que le changement était la vie en fait, et que la recherche d'une certaine façon de nirvana passait par puisque c'est ça finalement quand on fait des cérémonies d'ayahuasca, quand on fait des cérémonies méditatives, des cérémonies chamaniques ou ce que vous voulez en fait, c'est parce qu'on est dans une sorte de recherche d'un état de conscience supérieur et d'un état dans lequel on peut être le maximum de soi-même. Mais pour être le maximum de soi-même, il faut être le maximum de soi-même dans tous les états.
les états de force, les états de faiblesse, les états d'allégresse comme les états de tristesse. Et c'était vraiment le premier enseignement, l'acceptation du mouvement permanent de la vie. Le deuxième enseignement que j'ai reçu de cette cérémonie, ça a été le fait que par l'union qui nous a réunis tous dans cette cérémonie, je me suis rendu compte que j'ai eu à ce moment-là la perception d'une sorte d'amour inconditionnel. J'étais capable d'aimer inconditionnellement chacune des personnes qui faisaient partie de cette cérémonie et chacune des personnes qui se manifestaient dans mon esprit. L'enseignement qui m'a été donné, c'est que l'amour inconditionnel qui a été ressenti à ce moment-là, eh ben, c'est le tuteur de la vie. C'est ce qui permet à la vie de s'épanouir, de grandir, de pousser, de croître, je ne sais pas si le terme est juste, qui permet l'expansion de la vie. Et cet amour inconditionnel, c'est la différence fondamentale entre la matière vivante et la matière inerte. Et c'est assez marrant parce que par la suite, j'ai pu regarder certaines études qui ont été faites sur la matière, notamment un type qui se mettait à faire bouillir du riz, qui le mettait dans 3 pots différents et qui avait des mots gentils pour le riz qui se trouvait dans un certain pot, des mots méchants pour le riz qui se trouvait dans un autre pot et des mots neutres pour le riz qui se trouvait dans un 3e pot. En ayant cette réaction, cette attitude agréable à l'égard d'un pot de riz, désagréable à l'égard d'un autre pot de riz et neutre à l'égard d'un autre pot de riz, eh ben, il se rendait compte au bout de quelques semaines que le riz ne pourrissait pas de la même façon. Celui qui avait été bien traité, en quelque sorte, en fait, pourrissait beaucoup plus lentement. Tandis que celui qui avait été traité agressivement, en fait, prenait des teintes noirâtres beaucoup plus rapides. Tandis que celui qui était neutre, en fait, finissait par rester dans un état un peu continu, mais pas forcément très vivant. Et c'est une expérience qui a été également répétée par un Japonais qui avait trouvé un moyen de figer l'eau de manière instantanée. Et en fait, il prenait des photos de cette eau figée selon certains états différents. Il essayait de mettre l'eau d'une certaine façon, par exemple, dans un état de stress, en lui mettant de la musique agressive, dissonante. Et bien, on voyait que l'eau, quand elle gelait, elle prenait des formes qui étaient à l'image de la musique qui était diffusée au moment où elle se gelait, dissonante. Tandis que quand ce scientifique en fait mettait l'eau dans une situation beaucoup plus harmonieuse avec de la musique plus alignée d'une certaine façon, plus harmonieuse, et ben l'eau en se gelant prenait elle-même des formes qui étaient harmonieuses. Et ben c'était très amusant de voir que ces expériences-là en fait étaient le reflet de ma propre expérience d'ayahuasca en fait. Je me rendais compte que si on faisait preuve d'amour dans son quotidien à son propre égard, mais aussi à celui de son entourage, qu'on parle de sa famille, de ses amis, de ses collègues, de son appartement, de la nourriture qu'on cuisine, eh ben, il ne pouvait en résulter qu'une forme d'expansion, qu'une forme d'épanouissement général. C'est une leçon que j'essaye désormais d'appliquer tous les jours, en étant sobre, sans avoir avalé, ni ingéré, ni fumer quelques substances psychédéliques que ce soit. Enfin, la dernière leçon qui m'a été enseignée par cette cérémonie, ça a été quelque chose que j'ai retrouvé par ailleurs déclamé par pas mal de chamans, pas mal de gens en tout cas qui pratiquaient le chamanisme, et donc je n'invente rien en fait. Mais c'est une leçon qui m'a été donnée et qui a pris une clarté assez éclatante à ce moment-là, qui était que le monde tel que je le percevais, le monde extérieur, n'était qu'une réflexion de mon monde intérieur. Et dans la continuité de cette idée d'amour immatériel qu'il s'agissait de cultiver, en cultivant mon monde intérieur, en cultivant mon individuation, c'est-à-dire le processus de devenir moi-même de la façon la plus rigoureuse possible, ben, c'était ce qui allait créer l'être à la fois le plus souple et le plus solide possible, qui allait pouvoir interagir par la suite avec le monde extérieur de la façon la plus saine et la plus noble possible. Là encore, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui m'a été donné dans cette expérience-là par le biais du fait que, par l'acceptation
des différents états par lesquels j'avais pu passer, puisque en passant de ces états végétaux, minéraux, animaux, il m'arrivait tantôt d'être une sorte de cristal, tantôt d'être une sorte de crapaud, tantôt d'être une sorte de fleur, tantôt d'être un espèce de truc un peu boueux. Mais en tout cas, en fait, à chaque fois, je me rendais compte que la forme que j'avais eue précédemment influait la forme suivante. Et que à partir de là, c'était tout un travail d'enseignement pour cumuler toutes ces formes, les accepter avec amour et par la suite les intégrer à ma propre expérience de vie intérieure pour la projeter sur mon expérience de vie extérieure. Ça a véritablement changé ma perception, mon rapport que j'avais au monde. C'est-à-dire que jusqu'ici, j'avais plutôt tendance à essayer de me défaire des responsabilités, de ne pas embrasser la responsabilité de ma vie et toujours d'attribuer ce qui pouvait m'arriver à autre chose. Et quand on fait une expérience aussi mystique, une expérience d'un éveil spirituel aussi intense que celui qui m'a été donné à ce moment-là, ben on se rend compte qu'en fait, je me suis rendu compte que ce que j'expérimentais, en fait, c'est pas une question de est-ce que c'est ma faute ou est-ce que c'est pas ma faute, est-ce que c'est la faute de quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est pas la faute de quelqu'un d'autre, peu importe en fait, tout n'était que ma responsabilité. J'avais pas la liberté de choisir les choses qui arrivaient à moi, par contre j'avais la liberté, j'avais le choix et la responsabilité de choisir comment je voulais me comporter vis-à-vis des choses qui arrivaient à moi. Et je dois dire que c'est quelque chose qui change vraiment le point de vue qu'on peut avoir sur le monde. On se sent à ce moment-là beaucoup plus acteur de sa propre vie, beaucoup plus responsable et on arrête de déléguer, une fois qu'on a eu ce genre d'expérience, je trouve, la responsabilité à l'extérieur de soi-même, on va la chercher en soi-même. Et ça a ceci d'assez merveilleux que quand on fait cette expérience-là, bah, du coup la dépression, le fait de pas s'aimer, le fait de se sentir mal dans sa vie en fait, ben, on le vit plus comme une fatalité, on le vit comme, l'opportunité en fait de se renforcer en fait. C'est s'il y a des manques, s'il y a des choses qui sont douloureuses dans la vie, c'est simplement parce que, on n'a pas encore fait l'expérience de ces choses-là et de la nécessité de se solidifier vis-à-vis de ces expériences-là, pour solidifier sa vie dans son ensemble. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, quand on prend cette pleine mesure de la responsabilité, bah, on ne peut plus être vraiment dépressif, on ne peut plus être vraiment victime de son environnement, puisqu'on a pris conscience que l'expérience qu'on fait avec le monde, c'est le reflet de l'expérience qu'on fait avec soi-même, à l'intérieur de soi-même. Et donc ça a été merveilleux, ça a été magique, ça a été un éveil spirituel, comme je souhaite à tout le monde de le vivre au moins une fois dans sa vie. Évidemment, j'invite personne à faire les expériences que j'ai faites. J'ai décidé de prendre des substances psychédéliques. J'ai eu des expériences très heureuses. J'en ai eu d'autres qui ont été également beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliquées. Je ne veux donc la conseiller à personne. Par contre, quel que soit le chemin que vous serez amené à employer pour expérimenter ces états de plénitude, bah, j'espère simplement que bah, vous serez amené à les expérimenter vous-même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté un petit peu de perspective à ce que peut être ce qu'est un éveil spirituel. Ma fille se met à pleurer. Il faut que j'aille chercher mon autre fille à la crèche. Donc, je vous remercie de votre attention. Je dois m'arrêter tout de suite, mais n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la commenter. Ce serait vraiment chouette en fait si on pouvait être nombreux à commenter ces points de vue-là et si vous pouviez apporter vos propres points de vue, si vous avez été amené à vivre des choses un peu similaires à celles que je raconte, histoire de créer une base de données francophone aussi solide que possible sur ce que ces substances-là peuvent faire ou ne pas faire. Donc voilà, ce sera avec plaisir. À bientôt.